Je vous propose à présent un tableau à 8 mains de la PME du futur, mais un tableau sans modèle, parce que dans le monde de l'entreprise, il n'y a pas un modèle définitif, mais une multitude de sur-mesures. Alors la direction et le corps enseignant de la HIEG, de la Haute École d'Ingénierie et de Gestion du canton de Vaud, vont nous proposer une réflexion commune sur les injonctions fortes que subissent les PME aujourd'hui, injonctions dans la digitalisation, injonctions dans l'innovation et dans l'agilité. Et pour ça, je vais demander à Madame Catherine Hirsch de venir me rejoindre. Venez me rejoindre avec plaisir. C'est toujours mieux avec le jingle comme ça, on accueille. Et alors, vous êtes directrice générale de la HIEG et vous allez être accompagnée par Karine Maty, Nathalie Nifeller et Céline Desmarais pour cette proposition de réflexion à 8 mains ou 8 cerveaux. 4 cerveaux, pardon, 8 mains. Je commence à fatiguer un peu, c'est la fin de la journée. Tout d'abord, merci de nous permettre de rétablir notre équilibre homme-femme, puisque vous venez avec la Woman Power, 4 femmes quand efficace, même. Hein. Je tiens quand même à préciser, quand on parlait homme au centre, tout à l'heure avec M. Lebas, c'était homme avec un grand H, évidemment, homme et femme au centre et au cœur de la préoccupation. Voilà, ceci est dit, et je vous souhaite une bonne présentation. Mesdames et messieurs, chères participantes, chers participants, au terme de cet après-midi intense, riche en expériences inspirantes, et avant le très attendu grand face-à-face, il appartient à la HEGVD de répondre à l'invitation suggérée par le titre. S'il vous plaît, dessine-moi la PME du futur. Oui, il s'agit de dessin. Vous auriez peut-être dû inviter les cales. Et puis, la culture littéraire nous rappelle que ce n'est pas si simple de répondre à une telle demande. L'aviateur égaré dans le désert a essuyé bien des refus de son jeune interlocuteur avant de lui fournir le mouton tant attendu. En réponse à cette invitation, nous avons choisi de retenir 3 caractéristiques de cette PME du futur et mes 3 collègues professeurs vont donner 3 coups de crayon en guise d'esquisse: digitalisation, innovation, agilité. Ces 3 tendances fortes se retrouvent de manière récurrente dans les analyses et les discours, perçues comme inéluctables, présentées comme des conditions impératives de succès, voire de survie. Elles ont pris une dimension de prescription. Nous nous trouvons face à de vraies injonctions. Digitalisez, innovez, soyez agiles. Certes, le monde du management est assez coutumier des modes, prescriptions ou recettes. Elles ont fait à réitérées reprises le bonheur des libraires et la notoriété, parfois fugace, de leur auteur. Les situations incertaines et risquées aiguisent l'appétit pour les recettes et leur caractère rassurant. Or, le management, vous le savez, est un art incertain qui s'exerce dans un monde mouvant, complexe et souvent ambigu. La visite guidée des 3 injonctions de la digitalisation, l'innovation et l'agilité sera nourrie par les travaux de recherche et de développement avec et pour des entreprises ou institutions menés par mes 3 collègues professeurs. Ce sera l'occasion de confirmer que, comme bien souvent, s'il est aisé de se mettre d'accord sur le quoi, les grandes tendances du futur des entreprises et les injonctions qui les accompagnent, c'est au niveau du comment,
soit de leur mise en œuvre, que se situent enjeux et défis. Dans un monde complexe et mouvant, les recettes miracles n'existent pas et les outils, approches ou concepts exigent un travail d'appropriation et d'adaptation conséquent. En tant que haute école, nous nous attachons à développer chez les étudiantes et étudiants non seulement le bagage conceptuel, scientifique et théorique qui est attendu de nos diplômés, mais à les doter de compétences en analyse, sens critique, esprit d'initiative, capacité de contextualisation ou d'adaptation des outils aux spécificités des situations rencontrées et des environnements. Ainsi, face à la demande insistante de son interlocuteur, et après maintes tentatives infructueuses de lui fournir un mouton tout fait, prêt à l'emploi, un mouton standard en quelque sorte, l'aviateur va se résoudre à lui proposer la caisse qui trouvera grâce à ses yeux. La caisse qui contient, entre guillemets, le mouton correspondant à ses attentes et à ses besoins. Les mises en œuvre réussies, comme le mouton adéquat, demandent de l'implication, de l'appropriation et la capacité de sortir des modèles standards. Karine, en matière de digitalisation, que peut-on en dire? Merci beaucoup, Catherine. Bien, alors la boîte miraculeuse commence effectivement par la digitalisation. Digitalisons, c'est un mot d'ordre que vous entendez, enfin de toute manière on a parlé toute la journée, donc je ne vous apprends rien. Donc j'ai plus besoin de vous convaincre, mais ce qui est certain, c'est que cette injonction, elle est vraie, mais elle repose sur une réalité, c'est-à-dire qu'incontestablement le monde de demain, il sera digital. On peut s'en réjouir, voilà, on peut s'en désoler, mais il sera digital. La plupart des solutions qui vont créer de la valeur, elles vont s'appuyer sur des solutions digitales. Je trouve que toutes les interventions qu'on a eues aujourd'hui étaient très éclairantes sur le sujet. La digitalisation, c'est derrière la technologie, on va s'appuyer sur cette technologie. Mais c'est grâce à elle aussi qu'on va générer de la valeur et qu'on va vraiment pouvoir la développer. Alors, après, voilà, c'est là où c'est difficile, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de la digitalisation, pas plus qu'on monte le cervin en se disant un matin en se réveillant, tiens, j'y vais. Il va falloir apprendre à marcher d'abord, ensuite à randonner, ensuite à faire un peu de dénivelé, ensuite à cramponner, ensuite à mettre le baudrier, etc. Et puis ensuite, on arrivera peut-être à atteindre le sommet. Donc, de fait, voilà, c'est un slogan, mais c'est un slogan qui ne vaut que ce qu'il vaut. Et on n'en atteint pas facilement le sommet. Alors, il est certain que ce sommet, il est ultra séduisant. Allez, très rapidement, je passe quelques éléments comme ça au fil de l'eau. Hein. Le monde des possibles, il est exceptionnel. C'est de la conception assistée, c'est de la maintenance prédictive, c'est de la réalité virtuelle. On pense aussi au pilotage en temps réel de la production ou le pilotage de la consommation d'énergie. Enfin, voilà, on a parlé de la facturation. Enfin, tout est piloté ou digitalisé. Évidemment, encore plus proche de ce qu'on entend par digitalisation, c'est la vente en ligne. Alors, plus besoin d'en faire la promotion aujourd'hui. Tout le monde la connaît, on y est tous passés, si ce n'est dans une entreprise à titre personnel. On pense évidemment au marketing personnalisé grâce à la data qu'on récupère de nos clients. On pense aussi aujourd'hui à du SAV ou des solutions de logistique, de tracking de logistique, qui nous permettent en temps et en heure, en temps réel plus exactement, d'arriver directement à savoir où en sont nos produits. Donc voilà, c'est absolument magnifique. Mais on l'a dit aussi aujourd'hui, ça va demander de la compétence.
Évidemment, on pense aux compétences informatiques, on pense aussi à l'informatique de gestion, on pense évidemment, on en a parlé aussi, aux risques qui sont générés à la cybersécurité. On pense moins à une chose qui est quand même pourtant claire et nette, c'est qu'il va falloir l'exploiter, cette data, pas seulement sur un plan technique. Il va falloir lui donner de l'intelligence, c'est pour ça qu'on parle d'intelligence, aussi de business intelligence, ou les business analysts. C'est ces gens-là qui aussi, dans le monde de la gestion, feront la richesse d'une société demain. Il va falloir, on en a aussi parlé là aussi, ce sont des injonctions aussi auprès de la puissance publique, il va falloir former. Les emplois existants, ils vont se transformer parce que la digitalisation transforme les tâches qui sont réalisées par les employés. Et c'est vraiment cette transformation qu'il va falloir à la fois anticiper mais aussi accompagner. On parle beaucoup de suppression d'emplois avec la digitalisation. Moi, je préfère parler de transformation des emplois et des métiers. Et je pense que c'est un des enjeux clés des entreprises de demain, c'est d'accompagner les salariés dans l'évolution de leurs compétences en intégrant petit à petit, encore une fois, c'est comme d'atteindre le Cervin, ça ne se fait pas en un jour, mais en intégrant petit à petit toutes les compétences nécessaires aux technologies. Voilà, donc digitaliser, on s'en réjouit, on s'en inquiète, on a tous les wordings disponibles, les verbatims qu'on connaît, c'est disruptif, c'est magique. De l'autre côté, mais c'est pas mon truc, c'est un truc d'ingénieur. Voilà, en fait, comme toujours, ces verbatims, ils ne sont qu'une représentation de la réalité, mais qui, au fond, est une représentation qui est tout à fait trompeuse. Et je crois que la question que doit résoudre l'entreprise de demain, la PME de demain, c'est pas celle-ci. Je crois que la question qu'elle doit résoudre, on en a aussi, on l'a entendu aujourd'hui, c'est concrètement, je fais quoi moi demain dans ma PME? Je digitalise sur quoi? Pour faire quoi? C'est une réflexion éculée, ce que je vais vous redire peut-être, mais voilà, le diable se cache dans les détails et en fait la réalité elle a dent dure, donc tant qu'on ne va pas dans les détails, eh bien on ne va pas y arriver. Donc premièrement, quand on a un projet de digitalisation ou autre chose, on doit préciser un objectif et ensuite, ce qu'on oublie souvent de faire, parce que quelque part on a précisé l'objectif, on y va, on se lance, puis on oublie un peu le reste. On doit identifier les impacts, et en particulier sur les technologies de la digitalisation, parce que ces technologies génèrent des impacts sans doute encore plus nombreux que d'autres technologies. Si on ne le fait pas, on va passer à côté. Et après, on se demande quelle solution technologique, concrètement comment, avec quelle solution. Mais avant, ce qui est souvent oublié, c'est voilà, quels objectifs et quels impacts. Alors voilà, je me permets devant vous de vous donner une petite recette de cuisine que moi j'utilise, qui n'est pas une recette totale, justement, parce que en fait c'est un cadre d'analyse. Moi j'utilise beaucoup un cadre de référence qui est issu du manuel d'Oslo. Pour ceux qui ne connaissent pas le manuel d'Oslo, c'est une production de l'OCDE et d'Eurostat. C'est le résultat de 50 années de travaux de recherche de la communauté scientifique, qui vise à conceptualiser, à mesurer l'innovation des entreprises. Ça vaut tout type d'innovation, hein, ce n'est pas seulement l'innovation digitale. Et alors ce manuel d'Oslo, il a un chapitre très intéressant, qui est un chapitre 8, qui donne on va dire un cadre d'analyse justement pour identifier précisément les impacts d'une innovation et ses objectifs d'une part, et ses impacts. Il est assez simple, je vous le montre tout de suite, alors avec ce que vous allez pouvoir voir, parce qu'il n'est pas très adapté, mais vous pouvez télécharger sans autre ce document qui est disponible gratuitement sur Internet. Voilà, je vous fais défiler, voilà, il y a 31 objectifs et impacts. Alors, objectifs et impacts, au fond, c'est les mêmes critères qui servent à identifier ces objectifs et ces impacts, parce qu'au fond, les impacts ne sont rien d'autre que des objectifs qu'on observe réellement à l'issue de la mise en place du projet, ou des objectifs mais qui auraient pu être identifiés mais qui ne l'ont pas été. Et donc, ce sont des effets inattendus. Voilà, donc assez rapidement, finalement, il y a 4 grandes catégories. Il y a des objectifs et impacts qui sont sur les marchés cibles des entreprises. Il y en a qui
qui ont des innovations qui ont des impacts, par exemple, sur la production ou l'exécution de cette production. Une troisième catégorie qui est sur l'organisation en tant que telle de l'entreprise et ses relations avec les partenaires. Et puis, il y en a une autre catégorie qu'on oublie très souvent, qui sont des impacts plus macro au niveau de l'économie, de la société dans son ensemble. Alors, je vous ai mis des petites bulles et puis des petites flèches qui apparaissent pas, visiblement. Voilà. On peut, si on se donne le temps, le commentaire principal que je vous donnerai, c'est que si vous prenez le temps de lire un par un ces objectifs, qui sont aussi des impacts, vous allez être obligé d'aller dans le détail et de réfléchir au-delà des impacts directs et d'aller identifier tous les éléments qu'une digitalisation peut transformer dans votre entreprise. Et c'est là où arrive l'intérêt de la chose. Voilà. Comment on fait pour digitaliser? On a une idée, on a un projet. Si on se penche sur ces impacts, alors, et qu'on utilise ce manuel d'Oslo, enfin ce guide, on identifie vraiment de manière fine les éléments. On n'oublie pas en particulier les transformations sur les compétences et les ressources de l'entreprise. Et puis, on va pouvoir ainsi beaucoup mieux identifier où se situe la vraie création de valeur. Puisque cette digitalisation, elle est censée être là pour créer de la valeur. Donc, utilisons ce cadre d'analyse, identifions bien tous ces impacts, notamment ceux sur les compétences, les ressources, dépassons la vision technocentrée, identifions les impacts en termes de création de valeur, et puis ensuite, ce qu'il faut surtout, c'est quantifier et valoriser ces éléments-là. Si on les valorise d'un point de vue économique et pas seulement de retour sur investissement, comme on le fait assez traditionnellement, ça donne du sens, ça les rend tangibles. Et donc, grâce à ça, on a une vision tout à fait nouvelle de certains projets de digitalisation qui paraissaient assez, finalement, restreints. Et puis, on peut vraiment identifier ce qu'on va obtenir ou pas sur ces projets-là, de manière très concrète et très pragmatique. Voilà, j'en ai terminé. Donc, voilà, le mot d'ordre, c'est quand on veut opérationnaliser les choses, les raccourcis, y compris sur la digitalisation, ils sont toujours trompeurs. La nuance et l'analyse approfondie, c'est le seul moyen d'aller jusqu'au bout de la chose et de savoir si ce projet il est bon ou si ça n'est pas le bon projet. Ce qui est bien normal, puisque le monde de l'entreprise, je ne vous apprends rien, est un monde complexe. Et donc les réponses à apporter sont complexes et elles ne peuvent pas tenir dans des injonctions aussi simplistes que digitaliser. Merci. Je passe la parole à Nathalie Niffler. Merci beaucoup Karine. Donc on a vu, le monde de demain sera sans aucun doute digital et les solutions numériques généreront effectivement une grande partie de la valeur au sein des PME du futur, même si on l'a vu cet après-midi que la technologie pour la technologie n'a pas de sens. La PME d'aujourd'hui et celle de demain doit être innovante pour survivre. Les injonctions à l'innovation toujours plus fortes dans notre société ont entraîné les entreprises dans une course folle au lancement de produits à chaque fois plus innovants les uns que les autres, pour dépasser ou ne pas se laisser dépasser par ses concurrents. Pour réussir cette course effrénée, les entreprises lancent des produits de plus en plus rapidement, en essayant d'optimiser leur processus de conception dans un monde où les ressources sont en cruelle diminution. Cette course folle ou injonction à l'innovation est appelée la théorie de la Reine Rouge, en référence à la célèbre citation du livre de Lewis Carroll, extraite de la traversée des miroirs d'Alice au pays des merveilles, où Alice demande « Mais Reine Rouge, c'est étrange, nous courons vite et le paysage autour de nous ne change pas. » À quoi la reine lui répond « Mais bien sûr, voyons, nous courons pour rester à la même place. » Cette phrase inspira le biologiste Lee Van Wallen dans les années 70 pour expliquer la coévolution des espèces. Pour la survie d'une espèce animale, la proie et le prédateur doivent continuellement apprendre à courir plus vite que l'autre. L'injonction pour la PME est donc forte. Pour garder la même place, il faut pouvoir courir plus vite que son concurrent ou au minimum à la même vitesse. La course folle à l'innovation repose surtout sur un challenge de survie entre des concurrents existants et des nouveaux arrivants. Stéphane Poggi a illustré dans son intervention plusieurs aspects que doivent intégrer les PME lorsqu'elles souhaitent innover et qui peuvent complexifier l'adoption et l'intégration d'une innovation
au sein d'une organisation. J'ai eu la chance de pouvoir former et accompagner le groupe d'étudiants du Master en Innovation Intégrée InnoKick, qui a co-développé le projet Digitivis en mode innovation ouverte avec l'entreprise Felco Motion, que dirigeait Stéphane à l'époque. Et je vais donc me permettre de me référer à cet exemple pour illustrer mon propos en accord avec ce dernier. L'innovation ouverte est bien évidemment une chance pour une PME de pouvoir co-développer des solutions innovantes, notamment avec le support des hautes écoles et de notre écosystème d'innovation régionale et nationale, par exemple avec le soutien d'InnoSuisse au niveau fédéral ou d'Innovo ou de la Fondation pour l'innovation technologique pour le canton de Vaud, par exemple. Les méthodologies issues du design thinking, développées aux États-Unis, à Stanford et promues par l'entreprise américaine IDEO, sont dorénavant bien introduites dans nos entreprises et sont des outils intéressants pour pouvoir développer des concepts novateurs au sein des PME. Par contre, la difficulté résiste après le workshop. Vous savez, quand on repart avec tous les flipcharts et des millions de post-it. C'est le moment que j'aime appeler le design doing. C'est le moment où ça devient compliqué. C'est le développement, l'intégration, l'industrialisation et la commercialisation de la proposition, comme l'a très bien illustré Stéphane. La PME peut se retrouver très seule à ce moment-là. Une autre difficulté mise en avant dans l'exemple de Felco est la tension que rencontrent les entreprises entre ce qu'on appelle l'exploration et l'exploitation. Voici un autre dilemme important de l'innovation. C'est le dilemme de toute entreprise, comment tirer le meilleur parti de ses ressources existantes et en même temps se renouveler. Explorer de nouvelles voies, c'est élargir, transformer, modifier son core business. Il s'agit donc de créer de nouvelles opportunités, de savoir gérer l'ambiguïté et l'incertitude. Avoir une approche long terme, c'est prendre et favoriser la prise de risque. Exploiter, c'est gérer son core business, utiliser ses connaissances connues, optimiser l'existant, être efficace en limitant la prise de risque. On oppose souvent les deux approches, mais l'enjeu est d'arriver à les marier. Pour innover avec succès, il faut réussir à intégrer au sein de son business traditionnel des innovations qui viennent potentiellement introduire du chaos dans son système. En théorie, on va vous dire que la solution est très simple. Il suffit de devenir une entreprise ambidextre, soit avoir la capacité de gérer conjointement l'exploitation de vos actifs et l'exploration de nouvelles opportunités. Plus facile à dire qu'à faire, n'est-ce pas Stéphane? Pourquoi? J'aime beaucoup la métaphore du management de la perle que j'emprunte à un de nos serial innovateurs, co-inventeur de la Swatch, Elmar Mock. Innover au sein d'une PME, c'est avoir la capacité de créer une perle. Comme vous le savez, les perles naissent essentiellement dans les huîtres qui produisent elles-mêmes leurs coquilles. En filtrant l'eau, l'animal isole des minéraux qui vont notamment être transformés pour construire sa coquille. Mais que se passe-t-il si un grain de sable se glisse à l'intérieur de l'huître? Eh bien, l'huître va tout faire pour rejeter ce corps étranger. C'est la même chose avec une innovation telle que l'a décrite Stéphane. C'est un corps étranger et le système va potentiellement essayer de s'en débarrasser. Et le grain de sable va pouvoir se glisser entre la coquille et le manteau pour ne pas être expulsé. Et peu à peu, le manteau va entourer le grain de sable pour former une petite coquille jusqu'à ce qu'il se transforme en perle. Et la question dès lors à se poser est quelle organisation mettre en place au sein de notre PME du futur pour transformer le maximum de grains de sable en perles? Comment devenir une PME ambidextre? Malheureusement, il n'y a pas de formule magique ou de solution miracle. Comme déjà mis en évidence par ma collègue et lors des différentes interventions de cet après-midi, l'innovation est contextuelle, plurielle, dépend du secteur d'activité, de votre culture d'entreprise, des barrières à l'entrée. Comment dès lors l'organiser? Faut-il favoriser une cellule d'innovation en interne, dans vos locaux, en externe, sur le parc de l'innovation, par exemple à l'EPFL? Faut-il nommer un monsieur ou plutôt une madame innovation? Ça, je vais plutôt vous recommander, évidemment. Ou plutôt travailler avec des consultants externes. Est-ce qu'il faut développer un Innovation Lab? Vous savez, ces endroits très fun où on a en général la possibilité d'écrire sur les murs, il y a des gros poufs, il y a quelques imprimantes 3D. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il faut favoriser une approche top-down, bottom-up, les deux? Comment éviter que la future perle soit expulsée de l'huître? Alors, je peux vous illustrer des exemples de PME de la région qui ont cherché des réponses à ces questions. Il y a le développement, par exemple, de la ruche, dirigée par Mathieu Menet, qui travaille pour les transports publics lausannois, qui a comme objectif de développer des solutions digitales innovantes et d'accompagner la transformation interne auprès de ses parties prenantes. Il y a la Romande Énergie, qui a des équipes d'innovation en interne, mais qui a également ouvert un laboratoire qui s'appelle le Smart Lab,
sur le site de l'EPFL, qui essaye de travailler sur les questions de la smart energy. On a des entreprises comme Lemo et Fisher Connector, par exemple, et puis une entreprise que j'aime beaucoup qui s'appelle Valentine, qui fabrique des friteuses professionnelles et qui a aussi développé des activités en lien avec l'innovation. Mais on constate que les difficultés que rencontrent la plupart de ces responsables sont souvent celles de faire accepter les concepts innovants au sein des business units existantes. Et on en revient à cette tension entre exploration et exploitation. Il n'y a donc pas de recette miracle et il convient de trouver l'organisation qui correspond à vos enjeux stratégiques pour répondre au mieux aux challenges auxquels la PME fait face dans un monde de plus en plus complexe. Et une piste intéressante à explorer est celle de l'agilité, comme va vous le montrer ma collègue Céline, où on voit que les entreprises qui ont su intégrer ces 4 dimensions ont potentiellement trouvé le chemin vers l'ambidextrie et réconcilier l'attention entre exploration et exploitation. Donc je vais aborder moi la dernière injonction, l'injonction à l'agilité, qui est finalement centrale, qu'on a entendu beaucoup aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il existe beaucoup de discours pour nous expliquer que face à notre environnement qui est volatile, complexe, incertain, face aux nouveaux défis comme ceux de la pandémie, face à l'explosion inévitable de la digitalisation, et aux attentes des nouvelles générations, eh bien, la seule réponse que peut avoir une entreprise, c'est l'agilité. Mais quand on regarde concrètement, qu'est-ce qu'on met derrière ce terme? Qu'est-ce qui se fait dans les entreprises? On se rend compte que ce mot, c'est un mot valise, c'est-à-dire que ça peut être une vague intention, l'idée que c'est une culture à développer, mais on ne sait pas exactement comment. Ça peut être une prescription comportementale. C'est toujours les autres qui ne sont pas agiles. Nous-mêmes, on l'est toujours beaucoup plus que les autres. Ça peut être aussi des démarches, des outils localisés. On met en place Scrum, on met en place le design thinking, ou bien on s'intéresse à son environnement, on essaye d'anticiper ce qui va se passer. Ou encore, dans certains cas plus rares, ça peut être un Big Bang organisationnel et qui est théorisé notamment par les personnes qui développent l'entreprise libérée ou l'holacratie. Mais alors, du coup, l'agilité, c'est quoi? Et comment on met en œuvre cette injonction? Alors d'abord, l'agilité, c'est vrai que c'est un terme qu'on utilise beaucoup, mais qui recouvre des réalités assez multiples à des niveaux d'analyse différents. C'est d'abord l'agilité stratégique. Et donc, quand on parle d'agilité au niveau stratégique, ça renvoie à une approche du marché un peu spécifique, peut-être plus proactive, une capacité d'être flexible, et surtout, une relation un petit peu différente avec ses parties prenantes, une relation plus de coopération, et une capacité à intérioriser une culture client dans l'entreprise. Le deuxième niveau, c'est celui de l'organisation. Donc, l'agilité organisationnelle, c'est la capacité de favoriser l'autonomie des collaborateurs, de leur permettre d'être plus coopératifs, et puis, là aussi, surtout, peut-être, de simplifier les processus pour pouvoir permettre des décisions plus rapides. Après, il y a un autre niveau qui est plus celui de l'équipe ou de la gestion de projet, et là, on parle peut-être davantage d'agilité opérationnelle. Et là, l'idée, c'est aussi de développer l'autonomie, la coopération, la prise de décision rapide, mais ça renvoie aussi aux principes agiles de gestion de projet, les itérations régulières et les contacts réguliers avec le client. Et puis enfin, un troisième niveau, c'est celui de l'agilité culturelle et qui renvoie au comportement des acteurs. Et là, la question qui se pose, c'est est-ce que les personnes ont un comportement agile individuellement ? Est-ce qu'elles sont capables d'innovation, d'autonomie? Est-ce qu'elles ont une capacité d'entrer dans ces logiques de collaboration? Et puis au niveau plus organisationnel, est-ce qu'il existe la confiance? Donc on voit bien déjà que ces termes peuvent recouvrir des niveaux d'analyse très différents, des réalités très différentes, mais que dans tous les cas, ces niveaux sont connectés, c'est-à-dire qu'on ne peut pas développer d'agilité stratégique si on n'a pas des éléments d'agilité organisationnelle et qu'on ne peut pas développer l'agilité des équipes si il n'y a pas quelque chose qui se passe au niveau de l'organisation. Sinon, les équipes, tôt ou tard, vont se heurter
à un fonctionnement organisationnel qui ne correspond pas à ce qu'elles essayent de mettre en place. Pour savoir comment développer l'agilité, nous avons fait un ensemble d'enquêtes au sein de l'Institut de l'IDE pour voir un peu comment ça se passait concrètement dans les entreprises qui avaient développé une agilité relativement importante, ou en tout cas qui revendiquaient une agilité importante en Suisse romande. Et donc il y a eu 2 vagues d'enquêtes, une qui a été faite par des collègues à moi entre 2018 et 2020, et puis une que nous avons fait avec une équipe un peu similaire après la première vague de la pandémie. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en Suisse romande, comme dans beaucoup d'endroits, des entreprises qui ont développé l'agilité sont de tout secteur d'activité et de toute taille. Parce que c'est vrai qu'on pense souvent que ça peut concerner de manière privilégiée des entreprises qui sont dans le numérique ou des entreprises de plus petite taille. On trouve des entreprises petites et grandes qui développent ça. Dans tous les cas, on a trouvé dans ces expériences, d'abord à l'origine, le fort engagement et les convictions personnelles d'un dirigeant qui souhaite profondément démocratiser le fonctionnement de son organisation. Mais ces convictions, finalement, elles rencontrent le fait que ce dirigeant ou cette dirigeante qui souhaite démocratiser son organisation, à un moment donné, elle est le fer de lance de cette transformation, et elle doit se mettre en retrait, et c'est parfois un peu difficile d'arriver à faire ce switch. Et puis, les entreprises qui ont développé ce type de modèle, elles se sont souvent heurtées à des circonstances particulières, crise financière, ou à un moment un déficit d'attractivité, comme par exemple le service fiscal de l'État de Genève, qui est une des administrations qui a développé de manière plus ancienne ce type de modèle, et qui l'a fait parce qu'elle se heurtait à un fort absentéisme et à un défaut d'attractivité. Ce qu'on peut observer aussi, c'est que bien évidemment, toutes ces organisations visent un objectif similaire, mais prennent des chemins différents et atteignent des destinations différentes. Elles utilisent souvent un ensemble de modèles, elles font un patchwork finalement de modèles, elles n'utilisent pas une seule façon de faire. C'est vrai que quand on regarde le modèle par exemple de l'entreprise libérée ou l'holacratie, on se dit « Ouh là là, mais ça c'est vraiment spécifique, c'est pour certaines entreprises ». Souvent, les entreprises qui font ça, elles prennent des petits bouts de ces modèles, elles les composent ensemble et elles les adaptent à leur fonctionnement. Et par rapport à l'endroit où elles arrivent, c'est évident qu'une grosse entreprise assez bureaucratique qui existe depuis une centaine d'années ne va pas arriver au même endroit qu'une petite entreprise qui est une start-up et qui démarre déjà d'une organisation extrêmement agile et qui se lance là-dedans justement pour éviter de se bureaucratiser au moment où elle grandit. Et donc, ces entreprises, elles ont démarré avec des choses assez différentes, en fait. Parce que c'est vrai que là encore, ce terme d'agilité, c'est assez abstrait. On se dit, oui, mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? Et concrètement, ça peut être des choses très différentes. Ça peut être de travailler sur des horaires à la confiance, de mettre en place des nouvelles formes d'organigrammes où les rôles sont différents, de transformer le fonctionnement du CODIR ou de former les managers. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que l'essentiel de ces entreprises revendiquent des effets positifs. Des effets positifs par rapport, par exemple, à la gestion de la crise sanitaire. Notre enquête a montré que toutes considéraient que le fait d'avoir développé des pratiques agiles avant la crise leur avait bien évidemment permis de la traverser plus facilement que leurs concurrents du même secteur d'activité. C'est vrai que souvent, on entend, concernant les organisations agiles, oui, mais en fait, on met en exergue quelques success stories de quelques entreprises qui sont toujours les mêmes, et finalement, que font les autres ? Ce que nous, on a observé, en allant regarder concrètement ce que faisaient les entreprises qui développaient l'agilité, c'est que dans l'ensemble, ça se passait plutôt bien pour elles. Et parce que c'est vrai que certaines personnes vont penser que finalement, si on développe ce type de modèle, ça va être la catastrophe. Et en fait, il n'y a pas de faillite d'entreprise parce qu'elles ont développé l'agilité. En revanche, c'est vrai que c'est difficile de déterminer, quand une entreprise développe ce type de modèle, si son succès est dû à ça ou à plein d'autres choses. Parce que, bien évidemment, c'est tellement multidimensionnel que c'est très difficile de savoir à quoi c'est dû. Et puis, bien évidemment, ces entreprises rencontrent un certain nombre de difficultés.
D'abord, quand c'est des grosses entreprises, eh ben, elles ont une cohabitation de logiques différentes. Il peut y avoir des secteurs d'activité très agiles, d'autres qui le sont beaucoup moins, et ça pose tôt ou tard des problèmes. Il y a aussi la temporalité de la transformation, parce que finalement, on veut être agile, tout va très vite, ça a été beaucoup évoqué aujourd'hui. Or, changer en profondeur la culture dans une entreprise, la manière de considérer l'autorité, la manière de prendre les décisions, ça demande un temps relativement important. Les PME se heurtent souvent aussi à la posture des conseils d'administration qui ont du mal à comprendre, qui ne partagent pas ces visions, qui acceptent, admettent, mais parfois peuvent aussi, à un moment donné, mettre un holà et c'est compliqué. Ça a été le cas en France de l'entreprise Poult qui a développé un projet très ambitieux d'agilité et puis du jour au lendemain, il y a eu un changement d'actionnariat et l'actionnariat a mis fin à ce projet. Et puis, il y a plein d'autres problématiques, notamment la place des managers, qui finalement, on peut dire ça d'une manière très caricaturale, quand on développe l'agilité, on demande aux managers de se retirer d'une certaine forme de position de pouvoir et finalement, en même temps, de porter ça. C'est un petit peu comme si on leur demandait de se faire harakiri et d'être content et d'aller dire à tout le monde c'est merveilleux. Vous voyez, c'est pas toujours simple. Donc c'est vrai que ces éléments-là posent pas mal de problèmes. Pour conclure, on voit bien que l'ensemble des outils qu'on a abordés, moi et mes collègues, sont des outils qui sont très largement revendiqués, qu'on considère qu'ils doivent être développés par les organisations, mais que ce n'est pas tout simple, et que comme ça a été dit très justement par Catherine, tout dépend de leur mise en œuvre, tout dépend bien évidemment aussi du niveau de détermination des personnes qui promeuvent la mise en œuvre de ces outils, et donc de l'appropriation élargie dans l'organisation. J'en ai fini, je vous remercie. Merci beaucoup. On peut vous applaudir, mesdames. Merci pour ce panorama très complet. Merci beaucoup.